Vue de l'extérieur, la Chine semble posséder l'une des armées les plus puissantes au monde, avec la plus grande marine, un vaste arsenal nucléaire, un nouveau chasseur de 5e génération et des millions de soldats. Tout cela donne l'image d'une force militaire qui devrait être capable de tenir tête à n'importe quel autre pays de la planète. Alors pourquoi la seule bataille qu'ils ont menée au cours des 2 dernières décennies s'est-elle terminée par une humiliation totale pour la Chine? L'armée chinoise est-elle incompétente? Ou y a-t-il autre chose qui a conduit à leur échec si spectaculaire lorsqu'ils ont été déployés au Soudan du Sud en 2015? Prenons d'abord conscience de la taille de l'armée chinoise. Selon Global Firepower, qui produit des classements annuels de 145 nations et de leur puissance militaire basée sur la taille, le volume d'équipement et même la géographie, la Chine possède la 3e armée la plus puissante du monde. Elle se positionne juste derrière la Russie et les États-Unis avec un indice de puissance de 0,0706 à une courte distance. Les statistiques sont aussi remarquables à lire. L'armée chinoise compte 2,035 millions de personnels actifs, avec en plus 510 000 réservistes et 625 000 personnes servant dans des groupes paramilitaires. Ces derniers ne sont pas sous le commandement direct de l'Armée de libération du peuple ou l'Armée de libération du peuple, mais ils agiront souvent dans l'intérêt de la Chine en cas de conflit. En termes de puissance aérienne, la Chine dispose de 3034 avions, dont 2478 sont en état de préparation au combat, ce qui place son armée de l'air en 3e position mondiale. En termes de pure taille, son stock de chasseurs est en réalité le 2e au monde, avec 1207 disponibles pour Pékin, et il construit constamment ses stocks pour atteindre la 1re position. Les forces terrestres de la Chine ne sont pas moins puissantes. Elle dispose de 174 300 véhicules militaires, le 2e plus grand nombre au monde, et environ 5000 chars. Elle est également en tête en matière de système de lancement de roquettes multiples, ou système de lancement de roquettes multiples avec un stock de 3180. En déplaçant l'attention vers l'océan, la Chine dispose de 730 actifs totaux, comprenant 61 sous-marins, 72 corvettes et 49 destroyers. Elle possède aussi une vaste flotte de 150 navires de patrouille chargés de défendre la côte du pays et d'alerter Pékin en cas d'attaques éventuelles. Tout cela est impressionnant, la Chine ayant construit une armée aussi puissante sur la base d'un programme de modernisation qui a coûté des centaines de milliards de dollars. Selon l'Institut international d'études stratégiques, la Chine devrait dépenser 304 milliards de dollars pour la défense en 2024 contre environ 280 milliards de dollars l'année précédente. Ces chiffres impressionnants devraient continuer à augmenter dans le futur. Ainsi, les chiffres qu'ils créent donnent l'image d'un pays capable de prendre n'importe qui. Mais ce n'était pas toujours comme ça pour la Chine. En fait, c'est seulement dans l'histoire assez récente que l'armée populaire de libération a évolué pour devenir la force massive qu'elle est aujourd'hui. Le pays a lancé une campagne audacieuse de modernisation de son armée à la fin des années 90, provoquant une hausse considérable des dépenses militaires. Par exemple, la période entre 2000 et 2016 a vu le budget militaire de la Chine augmenter d'environ 10% par an. Et bien que cette croissance ait depuis ralenti, tombant entre 5% et 7% ces dernières années, c'est une dépense qui indique un pays qui veut développer une force de combat toute puissante. Si vous regardez l'histoire de la Chine, il est facile de comprendre pourquoi. Tout se résume à quelque chose que les historiens appellent le siècle de l'humiliation. Entre 1839 et 1949, le sinocentrisme que la Chine avait établi à travers l'Asie de l'Est a commencé à se désintégrer. Les puissances européennes ont commencé à empiéter sur le territoire de la Chine, démantelant lentement mais sûrement l'empire du pays jusqu'à ce qu'il ne soit plus que l'ombre de lui-même. Le siècle de l'humiliation a débuté avec les guerres de l'opium, où la Grande-Bretagne a attaqué la Chine suite à son opposition à la vente d'opium par les Britanniques pour combler un déficit commercial. La guerre a fait rage pendant 19 ans, la Chine étant largement défaite et de grandes parties de son territoire tombant entre les mains européennes. Encore en train de lécher ses plaies, en 1860, dans l'immédiat après-guerre des guerres de l'opium, la Chine a continué à perdre beaucoup de ses états tributaires face aux forces envahissantes. La France a pris le Cambodge en 1863, le Japon prenant les îles Ryukyu 16 ans plus tard. En 1882, la Chine a perdu le contrôle du Vietnam aux Français, suivi par la perte du Laos au même pays en 1893. La Chine a perdu la Birmanie au profit des Britanniques en 1885 entre ces deux pertes, et les humiliations ont continué à venir. La Chine a perdu 2 autres États tributaires, Taïwan et la Corée, au Japon entre 1895 et 1896, avec 1911 apportant la perte du Tibet, suivi de la Mongolie en 1912. Enfin, la Mandchourie a été prise par le Japon en 1931, le Japon continuant également à dévaster la Chine elle-même pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ce contexte historique est important à connaître pour une raison.
il influence la quête de statut que la Chine a entrepris depuis l'ascension de Mao Zedong suite au siècle d'humiliation. Durant l'ère de Mao, la quête était symbolisée par la transformation de la Chine en une nation communiste qui soutenait d'autres pays, en particulier en Afrique, alors qu'il tentait de lutter contre le joug du colonialisme. En se rapprochant de l'ère moderne, le communisme s'est tourné vers le développement économique, la Chine développant un nationalisme culturel nourri par la fierté de son économie, qui a conféré au pays une place importante géopolitiquement. Cette montée économique a également alimenté la modernisation militaire que nous avons observée au cours des 3 dernières décennies, ce renforcement militaire jouant également un rôle dans le désir de statut de la Chine. Tout cela nous amène à 2015, et la preuve que, malgré toutes ces dépenses, la Chine a une armée qui pourrait être qualifiée d'incompétente par beaucoup. En 2015, Xi Jinping a annoncé devant les dirigeants du monde à l'Assemblée générale des Nations Unies, Organisation des Nations Unies, il était prêt à offrir 8000 troupes pour renforcer les diverses missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. En 2020, Xi n'avait pas tenu cette promesse, la Chine ayant déployé 2534 troupes, soit 500 de moins qu'au moment où Xi a fait son offre. Néanmoins, 2534 est un nombre impressionnant, surtout comparé aux 29 soldats des États-Unis. Avait en 2020, Pékin étant également l'un des plus grands bienfaiteurs financiers des missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Rien qu'en 2020, il a contribué 6 milliards de dollars à la cause, couvrant au passage 15% des coûts de l'Organisation des Nations Unies. Ces offres généreuses ne sont pas basées sur une pure bienveillance, comme avec la modernisation militaire destinée à surmonter le spectre du siècle d'humiliation. Le travail de la Chine avec l'Organisation des Nations Unies concerne entièrement la façon dont le reste du monde perçoit la nation. Selon Brookings, le déploiement de troupes pour le maintien de la paix offre à Pékin une grande visibilité. Les engagements de Xi renforcent ces affirmations selon lesquelles la Chine veut aider à créer un monde multilatéral. Ce faisant, la Chine se positionne subtilement comme une force positive dans de nombreux pays, en particulier ceux d'Afrique, qui ont besoin d'aide. Certes, c'est loin d'être tout. Brookings soutient également que chaque déploiement de l'Organisation des Nations Unies offre aux troupes chinoises l'occasion d'acquérir de l'expérience sur le terrain, expérience qu'elles peuvent ensuite ramener en Chine pour renforcer davantage son armée. Et cela ne fait certainement pas de mal que la Chine puisse également être en mesure de recueillir des renseignements militaires sur le terrain sur d'autres nations lors de ses missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, il s'agit principalement d'images, la Chine voulant projeter une image du pays à la fois comme une force militaire respectable et un gardien de la paix bienveillant qui utilise ses pouvoirs pour le bien du monde. Ce qui nous amène au Soudan du Sud, le site de la dernière humiliation militaire de la Chine. Le 3 décembre 2015, la Chine a annoncé qu'elle déploierait un bataillon de 700 soldats au Soudan du Sud pour soutenir les efforts de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies dans le pays. Ce mouvement a marqué la première fois que la Chine s'est engagée activement avec des troupes de combat auprès de l'Organisation des Nations Unies, tous les engagements précédents étant plus généralement liés à la sécurité, et selon West Point, les casques bleus chinois, un terme donné aux forces de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, seraient principalement stationnés près de plusieurs gazoducs et dépôts de pétrole au Soudan du Sud. Tout se passait selon le plan. La Chine pourrait renforcer son image de gardienne de la paix aux yeux du reste du monde, tout en gardant ses soldats dans des lieux stratégiques où ils pourraient surveiller les investissements à l'étranger de Pékin. Pendant quelques mois, le plan fonctionnait. Les troupes chinoises soutenant l'Organisation des Nations Unies ont travaillé dans un pays déchiré par la guerre, sans incident. Mais la Chine avait complètement sous-estimé la situation. Le Soudan du Sud était en proie à une guerre civile depuis décembre 2013, découlant d'une lutte de pouvoir entre le président du pays, Salva Kiir, et son ancien vice-président, Riek Machar. Malgré un cessez-le-feu signé en août 2015, la violence a de nouveau éclaté en juillet 2016, et des combats ont éclaté dans la capitale, Juba, et les troupes chinoises aux côtés d'autres forces de l'Organisation des Nations Unies se sont retrouvées prises dans les tirs croisés, alors que des affrontements intenses se déroulaient près de leur base, y compris des frappes sur les sites de protection des civils, ou protection des civils. Les sites protection des civils étaient des zones à l'intérieur des bases de l'Organisation des Nations Unies, destinées à protéger les civils, notamment ceux du groupe ethnique plus récent, vulnérables en raison de leur alignement supposé avec les forces de Mouchard. Vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec la Chine à ce stade. Bien que ces troupes étaient dans les bases de l'Organisation des Nations Unies à Juba, elles n'avaient pas encore pris part directement au combat. Cependant, ce serait le jour après le 10 juillet qu'ils auraient leur chance de montrer leur héroïsme et, dans le processus, démontrer que l'armée chinoise a des troupes que le reste du monde devrait respecter. Ils n'ont pas saisi cette chance. Le 11 juillet, la panique régnait dans l'époque.
Ces abris autrefois sûrs pour les réfugiés civils étaient devenus des scènes d'enfer, de nombreux civils choisissant de fuir dans une tentative d'atteindre ce qu'ils croyaient être des zones sûres dans la ville. Beaucoup étaient issus du nouveau groupe ethnique, que le Centre pour le conflit civil suggère craignait la possibilité d'un nettoyage ethnique si le Sudan People's Liberation Army gagnait. 2 bases de l'Organisation des Nations Unies à Juba sont devenues des sites que les civils ont commencé à croire sûrs, ce qui a conduit beaucoup à essayer de s'y enfuir. Leurs efforts ont été rendus plus difficiles par les soldats de la Sudan People's Liberation Army, qui bloquaient et ciblaient spécifiquement ceux qui tentaient de fuir, en particulier près de Tongping, impossible à manquer. Cependant, c'est le site Protection des civils un mentionné précédemment qui a commencé à voir le pire de la violence. C'était précisément le site que les troupes chinoises étaient chargées de protéger. Ayant déjà vécu les ravages d'un échange de tirs et même l'explosion d'un obus près de la clôture périphérique du site, les troupes de l'Organisation des Nations Unies chinoises étaient naturellement terrifiées. Quand les combats se sont intensifiés, les casques bleus chinois ont commencé à se retirer. Ceux qui étaient stationnés dans les tours de garde de protection des Civils One, qui étaient certes des structures en bois assez branlantes, conçues pour superviser la protection des civils, plutôt que pour repousser les attaques, ont abandonné leur poste en raison d'un manque de protection contre les tirs. Beaucoup se sont échappés dans les fossés et les véhicules situés en dessous de la tour de garde. Au-delà de l'obus qui a explosé près de la clôture périphérique de protection des civils, une autre explosion, cette fois causée par un roquette anti-char, a eu lieu près d'un véhicule blindé de transport de troupes chinois, ou un véhicule blindé de transport. 6 casques bleus chinois ont été blessés dans l'explosion. Protection des civils, était près de la maison de l'Organisation des Nations Unies, mais n'avait pas de banque de sang, ni d'équipe chirurgicale pour aider les troupes chinoises blessées. L'hôpital le plus proche était à un peu plus de 9 miles, sur la base de Tongping. Malheureusement pour la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, les blocus de la Sudan People's Liberation Army, qui empêchaient les civils de s'échapper vers cette base, empêchaient également les troupes chinoises de s'y échapper. 2 des casques bleus du pays sont morts des suites de leurs blessures causées par l'explosion d'un roquette anti-char laissé à saigner sans soins médicaux substantiels pendant 16 heures. Ces pertes ont causé le chaos dans les rangs chinois. Les centres pour les conflits civils rapportent que Protection des Civils a été laissée pratiquement sans protection, alors que la Chine commençait à se retirer. Les casques bleus chinois ont laissé la porte piétonne, complètement sans surveillance, ce qui signifie que les soldats de la Sudan People's Liberation Army auraient simplement pu entrer dans le camp s'ils le souhaitaient, et le matin du 11 juillet tous les postes chinois étaient complètement abandonnés. Les troupes de maintien de la paix ont fui vers la maison de l'Organisation des Nations Unies, abandonnant souvent armes et munitions derrière elles. Certains sont tombés entre les mains des jeunes déplacés internes, ou déplacés internes qui étaient encore à l'intérieur du Protection des Civils Le Protection des Civils est devenu une zone de guerre le 11 juillet. Sans aucun abri restant et sans protection des casques bleus chinois qui avaient abandonné leur poste, les civils du camp ont tenté de fuir vers la maison de l'Organisation des Nations Unies. Beaucoup ont été contraints de grimper par-dessus les clôtures en chaîne qui entourent la maison, tandis que d'autres ont négocié des fils barbelés mortels pour trouver une sorte d'abri. Les forces d'UNMISS ont mal géré la situation. Plutôt que de fournir un passage sûr pour les civils, ils se sont concentrés sur leur propre protection. Ils sont même allés jusqu'à tirer des grenades lacrymogènes sur les civils assiégés qui tentèrent de se rendre à la maison de l'Organisation des Nations Unies, vérifiée par 7 rapports indépendants, avec pratiquement aucun avertissement. La situation était tout aussi catastrophique ailleurs. Dans le complexe du terrain, également à Juba, environ 100 soldats de la Sudan People's Liberation Army ont envahi l'installation et ont commencé une campagne d'agression physique. Au moins 5 travailleurs humanitaires ont été violés de manière horrifique, la violence culminant avec l'exécution d'un journaliste sud-soudanais de nouvelle ethnie. Dès que la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a été informée de l'attaque, elle a ordonné à une force de réaction rapide, Quick Reaction Force, d'intervenir pour rétablir l'ordre. Cette Quick Reaction Force aurait inclus des bataillons chinois et éthiopiens qui, en raison de leur nombre seuls, auraient dû être capables de rétablir l'ordre sur le terrain et de sauver ceux qui étaient agressés. Mais aucune Quick Reaction Force n'a jamais quitté la maison de l'Organisation des Nations Unies. Les casques bleus chinois ont refusé de partir. Même une fois que la mission des Nations Unies au Soudan du Sud avait réussi à négocier un passage sûr vers le terrain, travaillant aux côtés des soldats de la Sudan People's Liberation Army qui gardèrent les routes, les troupes chinoises ont toujours refusé de quitter la sécurité relative de la maison de l'Organisation des Nations Unies. L'abandon de leur poste, protection des civils, a également entraîné davantage d'agressions à l'intérieur du camp, un rapport affirmant même qu'une femme a été enlevée, près d'une position supposée être tenue par des casques bleus chinois. L'ensemble de la crise a été un désastre total pour l'Organisation des Nations Unies et la Chine, qui ont totalement échoué dans leur mission de protéger les civils de la violence qui a éclaté. Enfin, un semblant de répit est arrivé vers la fin du 11 juillet, lorsque la Sudan People's Liberation Army et le Sudan People's Liberation Movement ont appelé à un cessez-le-feu.
Au cours de 4 jours de violence, environ 300 civils sud-soudanais, dont beaucoup de descendances plus récentes, ont été tués, en plus de nombreux autres blessés, agressés sexuellement ou déplacés d'époque par la violence. Certains ont même été frappés de gaz lacrymogène par les mêmes casques bleus de l'Organisation des Nations Unies, chargés de les protéger. Quant à la Chine, elle avait maintenant un exemple de ce que ses troupes pouvaient faire pour montrer au monde, mais c'est un exemple qu'elle ne voudrait jamais mettre en avant. Les reportages médiatiques suivant immédiatement les violences se sont focalisés sur la désertion des soldats chinois. Ils n'étaient pas les seuls. Les casques bleus éthiopiens s'étaient également échappés vers la sécurité relative de la maison de l'Organisation des Nations Unies, bien que selon The Guardian, des rapports en provenance du Soudan du Sud suggéraient qu'ils avaient au moins aidé à évacuer les victimes civiles pendant leur fuite. Certains ont même riposté en tirant eux-mêmes. Selon tous les rapports, les casques bleus chinois n'ont même pas réussi à faire cela. Ils avaient été humiliés, et pour aggraver les choses pour Pékin, certains rapports suggéraient que c'était finalement l'armée indienne qui avait sauvé la situation. Au moins pour les casques bleus chinois. Selon India Today, les casques bleus indiens en réserve à la maison de l'Organisation des Nations Unies ont été chargés de gérer l'afflux constant de personnes déplacées internes. D'époque dévastée, et ont supervisé l'évacuation de l'Organisation des Nations Unies, du personnel à la suite de la violence. Il n'est pas hors de question que l'Inde, qui a ses propres conflits frontaliers avec la Chine, sur la ligne de contrôle réelle qui sépare les deux pays, soit responsable du sauvetage des casques bleus chinois. Pékin a été humilié. En réponse aux rapports et aux preuves accablantes de témoins oculaires que ces rapports contenaient sur l'abandon post-chinois, le ministère de la Défense de la Chine a catégoriquement nié les rapports sur le rôle de ses troupes dans les événements du Soudan du Sud. Il a qualifié les allégations d'abandon de poste de spéculation malveillante, affirmant que les casques bleus chinois exécutaient simplement les ordres donnés par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Yang Yujun, un porte-parole du ministère de la Défense du pays, est même allé jusqu'à prétendre que les troupes chinoises ont joué un rôle clé. Les officiers et soldats chinois de maintien de la paix sont restés à leur poste, organisant rapidement des renforts et continuant à mettre en œuvre le mandat de l'émission des Nations Unies au Soudan du Sud, tout en secourant les soldats blessés, a-t-il dit. Yang a ensuite affirmé que l'Organisation des Nations Unies portait des accusations infondées sur les performances des casques bleus chinois avant qu'un rapport officiel n'ait été publié, une action qu'il a qualifiée d'irresponsable. Les rapports officiels et de nombreux témoignages arrivés plus tard contredisent les affirmations de Yang. L'incident au Soudan du Sud marque la seule fois depuis le début de son vaste programme de modernisation militaire que les forces chinoises ont réellement été testées sur le terrain. Selon tous les rapports, il a totalement échoué à ce test. Non seulement ces troupes se sont avérées inefficaces lorsqu'elles étaient stationnées à leur poste, mais les casques bleus du pays ont activement fui, laissant les civils en danger dans le processus. Malgré tous ces efforts pour éviter les humiliations qui ont marqué la Chine pendant 100 ans grâce à son expansion militaire, Pékin n'a rien pu faire pour éviter de se couvrir de ridicule suite à ce qui s'est passé au Soudan du Sud. Les années suivant l'incident de 2016 ont vu encore plus d'investissements dans l'armée chinoise et encore plus de rhétorique de la part de Pékin à propos de la puissance de ses forces de combat. Mais des questions subsistent maintenant. Les troupes chinoises ont fui lors d'une mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies face à des adversaires peu formés. Comment s'en sortirait-il si la Chine elle-même se retrouvait à mener une guerre contre une nation militairement puissante? Nous vous laissons répondre à cette question. Commentez ci-dessous et dites-nous comment vous pensez que l'échec de la mission au Soudan du Sud reflète sur l'armée chinoise.